Nous recevons le professeur Bernard David. Le professeur Bernard David est immunologiste. Il est né en 1935. Il est professeur à l'Institut Pasteur, directeur scientifique de l'unité d'immunoallergie à l'Institut Pasteur, expert à la CNAM pour les actes de biologie en allergie et expert agréé auprès de l'Agence du médicament qui dépend du ministère de la Santé. Il est médecin expert agréé par la Cour de cassation. Il est créateur et co-organisateur des Journées parisiennes d'allergie nationales et internationales qui se tiennent depuis 1992 et qui font le point sur les connaissances en allergie fondamentale et clinique chaque année durant 3-4 jours. Ces travaux portent sur les mécanismes fondamentaux de l'allergie immédiate, dépendante de la production d'anticorps IgE spécifiques dirigés contre les allergènes, alors le pollen ou les acariens, et sur la structure moléculaire de l'allergène du cheval, qui est un modèle d'étude pour un candidat vaccin en thérapeutique. Il porte aussi sur les signaux membranaires déclenchés par l'allergène et l'IgE au niveau des mastocytes, il nous expliquera tout ça, sur les cellules impliquées dans la réaction immédiate à l'origine des symptômes allergiques, asthme, urticaire, rhume des foins. Il est président fondateur de l'ARMA, qui est l'Association pour la recherche des maladies allergiques, qui est une très jeune association, puisque sa parution comme date de création au bulletin officiel date du 7 janvier 2000, donc c'est une association en 2000. Il est également membre de nombreuses associations immunologiques françaises et internationales. En 1985, il a reçu le 11e Grand Prix de l'asthme de la ville du Mont-d'Or et ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications, environ 200, dans des revues internationales. Professeur David, je vous laisse donc la parole pour 50 minutes. Merci. Merci, Monsieur Leroux, de votre introduction. Je voudrais en profiter pour remercier également les instances ministérielles et tous les collaborateurs, tous les organisateurs de ces journées qui nous permettent d'avoir un dialogue et des échanges avec vous. Ce n'est pas si souvent que les hommes de laboratoire qui sont un petit peu, non pas enfermés sur eux-mêmes, mais qui sont un petit peu parfois isolés par rapport au vaste public, c'est pour nous l'occasion de pouvoir montrer un peu ce que nous faisons et ce que surtout nos collègues et nos jeunes qui sont chez nous, comment ils travaillent. Et c'est pour eux également une satisfaction de voir que leurs travaux ne restent pas silencieux. Alors je vais commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis heureux de vous présenter ce qu'on croit être l'allergie, ce qu'on sait être l'allergie. Vous allez voir, c'est une longue évolution et vraisemblablement, on va avoir un petit peu d'histoire quand on ne connaît bien une science que, en fait, quand on connaît son histoire. Alors, ma première diapositive, si je peux. Comme vous le voyez dans le titre même, de l'allergie aux maladies allergiques, c'est-à-dire qu'on part d'un concept ou d'une entité pour arriver à une maladie. Et le titre sous-jacent montre que l'aspect n'est pas si simple et quand on parle d'un état hypersensible, en fait on peut dire qu'on est à peu près tous hypersensibles, Dieu merci, vous le verrez à la fin, mais que quand cet état est démesuré, il aboutit à un excès bien entendu et à une pathologie. L'importance de l'allergie, en ce moment le recensement de l'OMS en fait partie, comme montre que les maladies allergiques sont classées au 6e rang, ce qui n'est pas anodin. Et en France, on peut compter qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui sont atteintes de ces syndromes. Environ 3 millions d'asthmatiques, peut-être plus d'ailleurs maintenant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que 2% des enfants à l'entrée scolaire peuvent en être atteints. Enfin, je vous rappelle quand même que la maladie allergique peut être mortelle puisqu'on compte environ 2000 décès par an par asthme sévère, avec de temps en temps quelques chocs anaphylactiques au venin d'hyménoptère ou aux aliments. Alors, il faut d'abord essayer de se replonger dans le temps pour essayer de comprendre ce qu'est l'allergie avec tous les termes qu'on emploie actuellement et qui sont un peu flous dans l'esprit non seulement du public, mais parfois de la médecine. Alors, le terme de l'allergie a été dénommé par M. von Pirquet, vous voyez, ça date de 1906, qui avait simplement remarqué quand on fait une intradermoréaction à la tuberculine, et vous connaissez tous ce que c'est une intradermoréaction à la tuberculine, eh bien, il y a une réaction, effectivement. Et après l'épopée pasteurienne, on ne s'attendait pas à ce que lorsqu'un organisme est guéri ou immunisé, dans le cas des primo-infections, eh bien qu'il y ait une réaction. Au contraire, on pense plutôt à neutralisation suite à la vaccination de l'Institut Pasteur.
de Pasteur. Donc là, c'est une observation, comme vous le voyez, et il a dénommé ce terme allergie qui signifie réaction différente, réaction paradoxale. C'est le terme initial de cette observation qui, en réalité, dans ce cas bien précis, est une réaction de défense de l'organisme non pathologique. Peu auparavant, des Français font une découverte qui est, à mon avis, absolument fondamentale dans le début de ce siècle, qui passe un peu trop inaperçue, qui n'est pas assez citée, c'est la découverte de l'anaphylaxie, qui date de 1902. Il s'agit simplement de mettre en évidence, je dis simplement maintenant, que quand on inocule un chien avec une protéine, ce qui était le cas à l'époque, banale, non toxique, eh bien, là, lors de la réinjection, alors qu'on s'attend à une immunisation, eh bien, le chien meurt. Autrement dit, on a un effet, alors là, qui est contraire à la vaccination, qui a été dénommé par ces messieurs anaphylaxie, qui signifie contraire de la protection par opposition à prophylaxie. Et cette découverte, que vous voyez ici illustrée par un timbre, d'ailleurs c'est 1902 et pas 1901, montre en arrière-plan le yacht du prince de Monaco, puisqu'il travaillait sur les anémones de mer, heureux laboratoire. Et donc, c'est à partir de là que cette découverte a vraiment lancé tous les mécanismes qu'on appelle maintenant mécanismes allergiques. Bien entendu, à l'époque, on ne connaissait pas exactement quels étaient les acteurs de ce drame, puisque, en fait, la fin de cette expérimentation était que le chien mourait au bout d'un quart d'heure. Donc c'était vraiment un choc qui a été dénommé choc anaphylactique. Et vous voyez communément maintenant, quand on parle de choc anaphylactique au venin de guêpe, au venin d'abeille, c'est exactement la reproduction de cette découverte de 1902. Donc anaphylaxie. Troisième terme qu'il faut avoir présent à l'esprit, parce qu'on le voit aussi dans tous les journaux, c'est le terme atopie. Et ce terme-là signifie, et date de 1923, suite à des observations cliniques, que des affections comme l'asthme, comme le rhume des foins, par exemple, aux allergènes, eh bien, on les retrouvait chez les ascendants, chez les parents, chez les grands-parents. Et la notion d'atopie signifie, d'un terrain, signifie, entre guillemets, à l'époque, vous entendez, une hérédité dans le fait qu'il puisse y avoir une transmission pour ces affections. Bien entendu, on ne connaissait pas encore le mécanisme qui était sous-jacent à cette atopie. Et vous voyez, vous avez déjà, ici, on perce déjà le secret, puisqu'on voit que allergie immédiate, IgE dépendante, on le sait maintenant. Alors, après toutes ces premières constatations et premières dénominations, qu'est-ce qu'on peut considérer actuellement, comment peut-on définir actuellement ce qu'est un mécanisme allergique? Eh bien, simplement que lorsqu'une substance exogène pénètre dans un organisme, ça c'est l'immunologie, eh bien l'organisme il va répondre en formant des anticorps, mais en se sensibilisant également. Et on crée là un état d'hypersensibilité. En réalité, ces états d'hypersensibilité peuvent apparaître chez des sujets tout à fait sains, et même s'ils n'apparaissent pas, ils peuvent quand même exister. C'est pour cette raison que dans cette première phase qu'on appelle une sensibilisation, le plus souvent, ces états sont asymptomatiques, c'est-à-dire on vit tout à fait normalement. Quand ces états d'hypersensibilité sont modulés, d'une part par l'environnement, mais aussi par la composante génétique qu'on a en nous, eh bien à ce moment-là, on a un débordement du mécanisme, on a une mise en jeu de deux mécanismes particuliers qui sont d'une part ce qu'on appelle un mécanisme cellulaire proprement dit, et d'autre part une synthèse d'anticorps classique. D'ailleurs, ces deux mécanismes cellulaire et synthèse d'anticorps, en immunologie, sont absolument classiques. Mais dans le cas de ce qui sera les maladies allergiques, ces deux processus vont avoir une direction particulière et vont être modulés de telle manière qu'on va aboutir à des symptômes qui seront des symptômes qui relèvent du mécanisme allergique. Alors, si on fait simplement un panorama de ce que considérer, vous avez vu, il y a deux
de voies, qui sont la voie dite hypersensibilité, je reviens un petit peu en arrière, pour la synthèse d'anticorps, hypersensibilité immédiate, pour le mécanisme cellulaire, hypersensibilité retardée. Eh bien, qu'est-ce qui correspond sur le plan clinique à ces hypersensibilités immédiates ou retardées? D'une part, dans l'hypersensibilité immédiate, on retrouve tous les termes qui sont connus actuellement sous les formes de choc anaphylactique, qui signifie que c'est tout l'organisme qui est sensibilisé et qui réagit, c'est-à-dire le choc anaphylactique, c'est le fait qu'il y a dans l'organisme une réaction inflammatoire telle qu'il va y avoir une hypotension, et donc à ce moment-là, on va avoir un choc avec mort possible. Le traitement qui sauve, c'est l'adrénaline. Des effets respiratoires comme l'asthme, comme les rhinites, ce qu'on appelle les rhinites, ou rhume des foins pour les pollens, quand c'est saisonnier, quand c'est annuel, c'est une rhinite de type allergique, et sur le plan cutané, l'urticaire. Dans le cas de l'hypersensibilité retardée, la pathologie la plus importante et la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les eczémas de contact. Et en tout état de cause, il ne faut pas confondre, bien entendu, tous les symptômes qui aboutissent à des effets, à des réactions allergiques de type immédiat, et les symptômes qui aboutissent à l'allergie de type retardé. Il faut bien faire la différence, tant sur le plan, bien entendu, diagnostique, que sur le plan thérapeutique. Il y a entre les deux un terme encadré qui s'appelle dermatite atopique, et c'est quelque chose d'assez compliqué, et c'est parce que cette dermatite atopique, en réalité, apparaît surtout chez l'enfant, au départ, sur un terrain. Et vous voyez le terme atopique qui apparaît. Ça veut dire des enfants dont les parents sont déjà allergiques, un des deux parents ou d'autres ascendants. Et si c'est entre les deux types d'hypersensibilité, c'est que cette dermatite atopique, finalement, dépend des deux mécanismes associés. C'est l'affection où on retrouve à la fois l'hypersensibilité immédiate et à la fois l'hypersensibilité retardée sous forme d'eczéma. Si on regarde un petit peu la fréquence de ces affections, eh bien, les affections respiratoires sont vraiment les plus importantes, ce sont les plus fréquentes, c'est presque les 3/4 des affections allergiques, avec les polynoses, vous voyez les chiffres entre 8 à 10%, et l'asthme, avec les rhinites, 6 à 8%. On a donc le pourcentage le plus grand de tout ce qui est sensibilisation avec pathologie associée. En ce qui concerne les maladies allergiques cutanées, eh bien, on retrouve l'eczéma atopique constitutionnel supérieur à 5% chez l'enfant, mais qui va diminuer au moment au début de l'adolescence, à la fin de l'enfance. Et vous avez l'urticaire ou l'œdème de Coinck. Et enfin, dans d'autres allergies moins fréquentes, mais qui peuvent être néanmoins sévères, on retrouve l'eczéma de contact, qui est l'application d'un produit sur la peau, hypersensibilité retardée, et puis le choc anaphylactique ou au venin, d'hyménoptère, à quelques médicaments, ou parfois des aliments. Et vous voyez, la fréquence est rare. Malheureusement, quand on a un choc anaphylactique, on peut en mourir. Donc, après avoir brossé ce panorama, pour vous rappeler ce qui vient d'être dit, dans les maladies dites allergiques, avec les différents symptômes, on a d'une part tout ce qui est relié à cette hypersensibilité immédiate, que vous voyez ici, conjonctivite, rhinites, asthme, l'hypersensibilité, eczéma de contact et la dermatite atopique qui fait partie des deux. On va donc entreprendre un cheminement pour voir quels sont les acteurs de ces sensibilisations. Eh bien, les acteurs, c'est ce qu'on appelle les allergènes. Alors, les allergènes, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire les antigènes pour tout le monde, qui sont source d'allergies, soit respiratoires, et vous voyez en fréquence les pollens qui arrivent en première position, les acariens de la poussière de maison, bien entendu, les animaux importants, surtout les chats et les chiens, les animaux domestiques, et puis d'autres dont on cite les blattes, surtout aux États-Unis d'ailleurs, les moisissures, le latex sur le plan professionnel, par inhalation et pas par contact, quelques produits chimiques. Vous avez les sommes d'allergies alimentaires, alors moins fréquents, vous voyez déjà la fréquence baisse, mais c'est surtout chez l'enfant avec, au début, et notamment lorsqu'il fait des dermatites atopiques, où certains aliments sont
responsables de l'exacerbation de ces symptômes. Alors si donc on veut bien comprendre ce qu'est le mécanisme de ces affections allergiques, en premier lieu, comme il vient d'être dit déjà, c'est d'abord une réponse de l'appareil immunitaire. Donc quand on sait déjà que l'allergie, c'est un phénomène d'ordre immunologique, on a déjà fait un grand pas dans la connaissance. En aucun cas, l'allergie est un phénomène nerveux ou un phénomène psychosomatique. Alors, pour vous plonger dans un univers tout à fait particulier, le plus simplement du monde, il faut simplement savoir que quand on est en contact avec un antigène, c'est-à-dire tout ce qui pénètre dans notre organisme, il y a une prise en charge par une cellule qui s'appelle le macrophage, que vous voyez ici, qui va dégrader, pour se défendre bien entendu, mais en le dégradant, il va en même temps informer un autre type cellulaire, qui sont les lymphocytes, ici qu'on appelle les lymphocytes T, et de façon à ce que l'organisme soit déjà en éveil. Donc il va y avoir un contact entre ces deux cellules, et cette dégradation, il va ressurgir un petit morceau, un petit bout, qui va donc rentrer en contact. À partir de ce moment-là, ce lymphocyte va proliférer et va être sensibilisé, et ce seront des lymphocytes mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque nouveau contact, ces lymphocytes sont déjà préparés pour intervenir. Intervenir pourquoi intervenir, c'est la réaction de défense, déjà banale. Hein. Donc ils sont présents. Ça, c'est la réponse immunologique normale. Avec, vous voyez, des chiffres un peu barbares, qui sont IL2 et IL4, ce sont simplement ce qui sont notés, ce sont des médiateurs, c'est-à-dire des messagers qui sont sécrétés par ces cellules et de façon à s'activer les unes les autres. Donc il y a tout un code très compliqué, mais qui fait qu'à partir du moment où il y a stimulation, il y a mobilisation, et ces cellules, elles vivent, donc elles vont libérer ces médiateurs, d'une part en proliférant, mais d'autre part en avertissant aussi, en rentrant aussi en coopération avec un autre type de lymphocytes, toujours des lymphocytes, qui, ceux-ci, vont fabriquer les anticorps. Autrement dit, il y en a un concours tripartite. Quand un antigène banal, je dis bien banal, pas du tout un microbe, pénètre dans notre organisme, on a un concours, non pas de circonstances, mais un concours voulu, entre d'une part la captation de cette substance, l'information qui va être donnée à l'organisme qui sera prévenu lors d'une introduction, et puis aussi la formation d'anticorps. Donc si on retient bien ça, on a déjà fait encore une fois une deuxième étape qu'on a bien franchie, c'est savoir qu'à chaque fois que l'organisme est en contact avec une substance, il a d'une part des cellules T qui sont là présentes et qui prolifèrent et qui restent, qui sont prêtes à intervenir, et puis les anticorps qui sont là pour aussi intervenir. Alors ces anticorps, il en existe plusieurs classes, bien entendu, on retrouve, vous voyez, les acteurs, hein, toujours plus simplifiés, et ces 5 classes-là, ce sont ces anticorps que vous retrouvez dans les vaccins, dans les vaccinations. Donc, quand on vous vaccine, vous faites des IgM, vous faites des IgG, les IgA sont dans les sécrétions. Il y a donc, tous ces anticorps ont donc un peu une spécificité de fonction, si vous voulez. Et vous voyez la dernière classe qui est l'IgE. Vous avez vu le terme déjà par hasard. Eh bien, c'est cette classe d'immunoglobulines, ce sont ces anticorps qui sont responsables de l'allergie, de ce qu'on appelle l'allergie de type immédiat. Et je vous dis tout de suite que cette allergie de type immédiat due à cet anticorps, c'est l'allergie telle que l'a décrite Richet-Portier en 1902, mais que l'IgE a été découverte en 1966. Alors voici un macrophage, c'est la cellule qui capte, vous voyez, au microscope électronique, magnifique. Le lymphocyte, un peu moins beau, mais fort utile. Alors, on ne fait pas, évidemment, la différenciation entre le T et le B. Là, c'est l'homme qui fait ça. Là, c'est les mêmes. Hein. Bon. Et, simplement, pour en terminer, pour être encore un peu plus complet, comme je vous ai parlé des différents anticorps, on dit des isotypes dans notre jargon, c'est pour montrer que ces anticorps, par exemple, vous voyez IgE que je vois ici, ou les autres, ils sont produits, mais pas n'importe comment, pas au hasard. Ils sont produits parce que, je vous parlais tout à l'heure des codes que vous voyez, des messagers, des médiateurs, eh bien par ces médiateurs libérés par ce lymphocyte-là. Et tout de suite,
vous allez parler comme moi, vous allez dire IL4, IL10, IL13, et cette codification va être très pratique pour savoir ce que vont faire ce qu'on appelle donc des cytokines. Cytokine en grec, kutos, ça veut dire la cellule. Donc, et on voit l'IL4, l'IL13, eh bien, ce sont ces cytokines qui vont être responsables de l'hyperproduction d'IgE. Donc, c'est une mécanique immunitaire, de même que d'autres cytokines sont responsables d'autres types d'anticorps. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'IgE. Alors, on revient donc à cette diapositive qui montre que l'état d'hypersensibilité, quand il y a une modulation par l'environnement et la génétique, l'environnement c'est les allergènes, vous allez le voir, eh bien on aboutit à soit une synthèse d'IgE, soit un mécanisme cellulaire. Alors l'hypersensibilité retardée, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, eh bien il se passe que comme c'est très souvent au niveau de la peau, puisque c'est l'eczéma de contact, eh bien vous voyez ici l'eczéma de contact, on appelle un aptène, c'est-à-dire des petites molécules qui sont au niveau de la peau et qui vont pénétrer à l'intérieur de la peau. Généralement, les molécules ne pénètrent pas comme ça. Mais chez certains individus, il va se passer ceci, qu'il va y avoir une pénétration, une prise en charge par encore une cellule ici, qui est une cellule qui présente l'antigène, comme le macrophage, qui s'appelle cellule de Langerhans, et qui va transmettre l'information en lymphocytes. On revient au point de départ de ce qu'on avait vu tout à l'heure, et là on va avoir une mémoire de ces lymphocytes. Et quand à nouveau vous allez avoir pénétration de ces petites molécules, eh bien ces cellules elles sont là. Mais qu'est-ce qui va se passer là, dans ce cas présent? Eh bien c'est qu'elles vont s'activer, mais elles vont s'activer en libérant des médiateurs et en attirant d'autres cellules, soit elles-mêmes, soit des monocytes, des macrophages. Et on va avoir au point d'injection, une réaction inflammatoire. C'est la même réaction inflammatoire que l'on trouve dans l'intradémoréaction à la tuberculine, et là, ça ne donne pas de pathologie, c'est une réaction. Dans le cas de l'eczéma, c'est une pathologie, parce que vous avez une dégradation de la peau et du tissu. Vous voyez qu'il y a un balancement, cette fois, entre la possibilité d'avoir une réaction de défense, mais dans ce cas-là, par stimulation, pénétration répétée et d'un certain nombre de produits, vous allez avoir au fur et à mesure une sensibilisation. Voici ici l'image, d'ailleurs d'une intradémoréaction. Vous voyez ici la mobilisation cellulaire, l'afflux cellulaire au point d'inoculation. Voici un eczéma de l'oreille. Mesdames, attention, si on vous offre des bijoux et qu'on vous fait croire que c'est un merveilleux cadeau en or, si vous faites un eczéma, c'est que c'est un alliage. Il n'y a pas d'allergie alors. Ici, vous voyez, j'allais dire dans les temps anciens, mais vous voyez à peu près la marque qui se passe ici. Et ça, c'est la reproduction sur la peau du métal qui a été à l'origine de cet eczéma. C'est donc le test de diagnostic d'hypersensibilité retardée. Il faut attendre 48 heures pour l'avoir. Voici un test au nickel, vous voyez, aux métaux. Et voici une dermatite atopique, un eczéma. Alors là, vous voyez, tout ce qui peut être en contact, c'est bien l'hypersensibilité retardée, c'est donc un contact. Eh bien, chez certains individus, et ça on ne sait pas pourquoi, mais par des stimulations répétées, parce qu'il faut toujours que ce soit quand même répété. On rentre d'ailleurs dans le cadre professionnel, d'une part, et ça c'est souvent, d'ailleurs ça devient des allergies dites professionnelles importantes, et vous voyez, bon, alors, les teintures, les colorants, bien entendu, les capillaires, les cosmétiques, et vous avez des choses un peu particulières. Bon, les ciments, on connaît la dermite des cimentiers, les gens qui travaillent dans l'industrie chimique, quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est le contact. Je cite ici simplement, en tant que musicien, la colophane. Vous savez qu'on met sur les archets. Eh bien, il y a des eczémas de contact à la colophane pour ceux qui, de temps en temps, sur les doigts, s'en mettent avant de brosser leur archet. Donc, c'est la fin de l'hypersensibilité retardée, en ce qui vous concerne, mais je voudrais simplement vous rappeler que toutes les études de recherche qui sont faites à l'heure actuelle dans ce domaine sont extrêmement complexes, parce que d'abord, il faut travailler sur les cellules de Langerhans, et il y a effectivement quelques équipes qui le font, pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est très compliqué, parce qu'effectivement, l'industrie des cosmétiques serait intéressée de faire des modèles prédictifs
qui pourrait permettre à une molécule de dire elle ne sera jamais allergisante. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible à l'heure actuelle de prédire. Alors on passe allègrement à l'hypersensibilité immédiate, où là, ça va devenir extrêmement compliqué. Le pain blanc vient d'être mangé, on arrive donc à la deuxième phase, mais fort intéressant. Alors l'hypersensibilité immédiate, simplement, sur cette image, on a tout dit, là, à condition de faire un petit peu attention. Ça va permettre de suivre à peu près l'évolution du système. On considère, on considère qu'il existe des allergènes. En réalité, ce sont des substances présentes dans notre environnement en permanence, non toxiques, qui ne sont pas nocives pour la majeure partie des individus. Voilà. Donc, pourquoi des allergènes? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, j'ai représenté ici, c'est une cacahuète, hein, c'est pas un verre quelque chose. Et là, c'est une guêpe, un acarien, un pollen. Vous voyez, bon, et puis la sensibilisation, comme vous venez de voir, et la production de ces IgE. Vous savez, maintenant, il y a une production d'IgE. Mais si ces IgE restaient dans le sérum, elles seraient circulantes et elles seraient éliminées. Mais on peut en faire à ce niveau un test biologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sensibilisation, et je rappellerai que dans l'induction de ce qu'on appelle l'allergie, la première phase est toujours silencieuse. On n'a jamais de réaction pathologique lors d'une phase de sensibilisation. Le premier contact est toujours inoffensif. Il faut que s'installe l'état d'hypersensibilité, que l'IgE se produise. Et si elle se produit, pourquoi dans un deuxième temps, on a une réaction? Tout simplement parce que ces anticorps particuliers ont la capacité de se fixer sur des cellules de l'organisme, et en particulier sur certaines cellules, mais en particulier sur une cellule clé qu'on appelle le mastocyte, qui est une cellule que l'on possède sous tous nos organes, j'allais dire, sous la peau, dans les poumons, dans le tube digestif, absolument partout. C'est une cellule clé de l'organisme, qui a été méprisée pendant des siècles, non j'exagère, enfin au moins pendant ce siècle-là, par les immunologistes, parce que ce n'était pas très intéressant, et vous allez voir que ça va être intéressant. Néanmoins, c'est une cellule extrêmement importante. En effet, ces anticorps, après la découverte des IgE, on s'est aperçu que ces IgE se fixaient et vont rester sur ces cellules. Et là, elles peuvent rester 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout ça en fonction des stimulations. Donc, lors du deuxième contact, qu'est-ce qui va se passer? Lors du deuxième contact, eh bien, ces allergènes en question, bien entendu, ils vont faire la course classique du début, mais ils vont tout de suite pouvoir se diriger vers ces IgE fixés sur ces cellules. Parce que là, c'est le contact entre les molécules d'allergènes et l'anticorps spécifique, qui a une spécificité pour chaque molécule. Un anticorps IgE spécifique pour une molécule de pollen n'aura pas la même spécificité pour une molécule d'acarien. Donc ça, c'est la diversité à la fois des allergènes, mais c'est la diversité des anticorps qu'ils vont connaître. Et à chaque fois que l'allergène retrouve son anticorps, eh bien, il y a une formation d'un complexe antigène-anticorps classique en immunologie. Classique, c'est normal. Seulement, dans ce cas-là, eh bien, ce complexe, il est sur une cellule qui s'appelle le mastocyte. Et qu'est-ce qui se passe quand arrive cet antigène avec l'IgE? Eh bien, comme quand vous mettez la clé dans le contact d'une voiture et que vous tournez le contact, vous allez mettre le moteur en marche. Eh bien, le mastocyte, non pas se met en marche, mais va s'activer. Et il y a toute une machinerie moléculaire, je vous présenterai 2-3 images rapides pour ne pas vous troubler, et qui va libérer d'autres médiateurs cette fois, mais les vrais médiateurs de l'inflammation, que sont l'histamine, dont vous avez peut-être entendu parler, que sont des leucotriènes, des cytokines, et que ces médiateurs libérés par le mastocyte vont se diriger d'une part vers les vaisseaux, les petits vaisseaux qui se trouvent sous la peau, qui se retrouvent sous les muqueuses, et aussi vers les bronches en cas d'asthme, bien entendu. Et l'impact de ces médiateurs va faire qu'il va y avoir ces petits vaisseaux, ces petits capillaires vont se dilater, il va y avoir de l'édème, et qu'est-ce que vous allez faire? De l'urticaire sous la peau.
c'est simplement l'urticaire allergique, c'est l'édème qui est traduit par le fait qu'il y ait un médiateur libéré par le mastocyte qui était sous la peau, lui-même qui a été enclenché par la réaction IgE allergène spécifique. C'est ça l'allergie, comme dirait Raymond DeVos. Et donc, vous avez aussi la rhinite, c'est pareil, le nez coule, c'est l'édème. Vous avez le gonflement du muqueuse, vous ne pouvez plus respirer. Vous avez la conjonctivite, donc ça veut dire que là encore, c'est l'œil qui devient rouge, c'est le capillaire, et vous pleurez. Et alors là, ce qui est plus grave, c'est l'asthme, parce qu'en plus de sécréter du mucus, il va y avoir une bronchoconstriction. Et c'est ça l'impact réel de ces médiateurs ici, qui sont surtout les leucotriènes ou les cytokines, c'est que le poumon, la bronche va se rétrécir et vous allez étouffer. C'est l'étouffement suite à l'action de ces médiateurs. Enfin, le choc anaphylactique dont je vous ai déjà dit un mot. Voilà toute la pathologie clinique qui est due à ce circuit, quand vous refaites le circuit inverse. Et ça, il faut, lorsqu'on a un symptôme, et c'est quand même très important, en allergie, un symptôme, il faut que le responsable, le médecin, le thérapeute, sache qu'un symptôme n'est pas équivalent d'une allergie. Vous pouvez avoir une rhinite virale, c'est un rhume de cerveau. Vous pouvez avoir une conjonctivite virale. Vous pouvez avoir des éruptions cutanées. Et alors qu'on entend communément dans le langage courant, et même à la télévision, qu'on est allergique parce que j'ai un bouton, parce que j'ai l'œil qui pleure, parce que j'ai du mal à respirer. Pas du tout. Et quand on a des symptômes qu'on vient de citer comme ça, il faut faire la preuve de l'origine et du mécanisme allergique, parce que le traitement qui doit s'ensuivre doit être en relation avec la mise en évidence de cette hypersensibilité immédiate. Alors l'état d'hypersensibilité, on va le voir. Il y a donc plusieurs secteurs. Les allergènes, on va dire un mot, parce que d'abord c'est le travail de notre laboratoire, d'une part, mais ensuite parce que ce sont les acteurs de l'allergie. S'il n'y avait pas d'allergènes, il n'y aurait pas d'allergie. Autrement dit, s'il n'y aurait pas de molécules qui pénètrent dans l'organisme. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont pénétrés, il va y avoir, vous savez ce que c'est maintenant qu'une réponse immunitaire, eh bien il va y avoir une sensibilisation, et là il va y avoir tout un mécanisme qui fait qu'on va faire ou pas de l'IgE. Et dans quelles conditions? Enfin, la réaction allergique en elle-même, qui est le rôle du mastocyte. Là aussi, on a été beaucoup plus loin pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce mastocyte, qui fait quoi, et est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur cette stimulation. Et puis un mot, pour terminer quand même, parce que les questions pourraient fuser, sur l'environnement non spécifique. Est-ce que la pollution joue un rôle? Est-ce qu'elle ne joue pas un rôle? Est-ce que les infections jouent un rôle? Etc. Et tout ceci doit être mis clairement dans un contexte qui doit être extrêmement précis et extrêmement rigoureux. Alors les allergènes, les sources d'allergènes, les végétaux, pollex, les mammifères bien entendu. Aux États-Unis, récemment, le compte a été fait qu'il y a 100 millions de petits animaux domestiques. Sur 250 millions d'habitants, c'est pas mal. En France, je crois qu'il y a plus de 10 millions de petits animaux domestiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est extrêmement important. Alors les acariens, bien entendu, les aliments, on ne revient pas sur ces histoires, mais à la limite, tous les ingrédients avec lesquels on est en contact en permanence de notre environnement. Alors pour travailler sur un allergène, il faut se poser des questions. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un allergène en fait? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, puisque tout le monde n'est pas atteint? Mais malgré tout, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe sur le plan de la mécanique et comment les individus se sensibilisent. Est-ce qu'il y a un seul allergène par ingrédient? Est-ce qu'il y a un allergène dans le pollen, un allergène dans l'acarien, un allergène dans le chat? Ou est-ce que c'est multiple? Donc on va voir qu'il va y avoir des variabilités et on va essayer d'isoler une molécule pour travailler dessus sur le plan un peu plus fondamental, pour essayer d'en faire la structure, et grâce aux techniques de clonage, on a donc les moyens, et là après, on verra ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en penser. Voici le grain de pollen au microscope électronique. Qu'est-ce qu'il y a dans un grain de pollen? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un grain de pollen, dirait Charles Trenet. Et donc, vous voyez ici les techniques qui sont utilisées au laboratoire. Eh bien, c'est le grain de pollen qui a été, j'allais dire, éclaté. Toutes ces petites substances, ces petites molécules
qui représente un peu un tableau impressionniste. Mais tous ces points que vous voyez, c'est autant de constituants du pollen qui sont présents dans un pollen. Maintenant, qu'est-ce qui est allergène? Comment peut-on reconnaître un allergène quand on a les molécules sous le nez? Eh bien, on n'a qu'une solution, c'est avoir à sa disposition du sérum de patients allergiques. Pourquoi? Parce que le sérum de patients allergiques va faire des IgE spécifiques contre les constituants du pollen. Il suffit simplement de prendre ce sérum et puis de le mettre en contact, avec ces protéines immobilisées. Et s'il y a des IgE, ça va se fixer sur ces allergènes. Et on révélera cette fixation par des marqueurs qui vont reconnaître l'IgE, par des autoradiographies, et on aura ainsi ce qu'on appelle une empreinte, que vous voyez ici en bas. Et cette empreinte, à partir d'un sérum de patients allergiques, ce qui est en noir, c'est les IgE spécifiques qui se sont fixés. Alors, vous voyez, ce sujet-là, il a beaucoup d'allergènes, beaucoup de protéines du pollen qui sont reconnues comme allergènes par son sérum. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien non, justement. Ce n'est pas toujours le cas. D'autres techniques mises en évidence montrent, c'est une séparation verticale cette fois, que chaque bandelette correspond à un sérum de patient qui a été mis en contact avec le pollen. Et vous voyez dans ce cas-là l'hétérogénéité de la réponse, c'est-à-dire que pour certains patients, il y a une reconnaissance que d'un seul allergène, et que pour d'autres patients, il y a des reconnaissances plus importantes. Autrement dit, là, on a une variabilité dans une population allergique au pollen et au pollen de graminées, où certains vont reconnaître tantôt une molécule, tantôt 2, tantôt 5, tantôt 10, tantôt 15. Ça pose donc un problème sur le plan de l'évolution, bien entendu. Est-ce que c'est en relation avec la sévérité des symptômes? Ce n'est pas du tout évident. Mais ça montre au moins, là, dans ce cas-là, ce sont des phénotypes qui ont donc un caractère génétique qui font que ces empreintes-là sont immuables. C'est une carte d'identité pour chaque individu. Là, il y a l'intervention de la génétique. Les acariens, multiples, mais les deux Pteronectinus farinés, qui sont travaillés au laboratoire, le pollen que je vous ai montré était fait, cette technique, développée au laboratoire par le groupe Gabriel Peltre. Et ici, les acariens, qui ont été travaillés au laboratoire également par le groupe Jean-Pierre Dandeux avec Jacques Rabillon et Joël Lemao. Et donc, dans ce laboratoire, on a fait des élevages. Vous voyez, c'est les élevages d'acariens. On ne peut pas les prendre dans les poussières, c'est sale. Mais les élevages, c'est propre. Et au moins, à partir de ces élevages, on peut faire des extraits. Et à partir de ces extraits, on peut récupérer quoi? Des allergènes, c'est-à-dire des belles molécules. Et donc, ici, ce que vous voyez au microscope électronique, ce sont les déchets de l'acarien. Parce qu'en fait, le pollen, quand il vient au contact de la muqueuse, ce n'est pas le pollen qui va pénétrer. Le pollen, il va libérer ces protéines. Et lui, il va repartir à l'extérieur parce qu'il va être balayé par les cils de nos muqueuses. Il va nous crocheter. Mais il aura le temps de faire pénétrer ces protéines. Eh bien, là, l'acarien, ce n'est pas l'acarien qui pénètre, bien entendu. C'est les protéines qui sont issues des cultures ou qui sont issues de ce qui se trouve dans vos matelas quotidiennement. Donc, et ici, toujours le même type de technique. On ne va pas s'apesantir, mais c'est pour vous montrer qu'ici, c'est des sérums de patients. Et ce qu'on voit ici en noir, c'est encore des reconnaissances pour l'allergène d'acarien ici. Certains individus reconnaissent un seul, alors que certains d'autres en connaissent un peu plusieurs. C'est toujours le même principe, que ce soit l'acarien, que ce soit le pollen, que ce soit tout ce que vous voulez. Eh bien, chaque fois qu'on prend une population de sujets allergiques pour une source d'allergènes donnée, certains individus reconnaissent un allergène et d'autres un peu plus. Mais ce qui est important, c'est que que le même allergène est toujours reconnu quasiment à 100%. C'est la notion d'allergène majeur, et c'est sur ce type d'allergène que l'on travaille. Pour en arriver, bien entendu, à isoler un allergène, et ici, c'est une image que je vous montre, c'est en fait, après isolement d'une protéine, l'étude de sa structure, c'est la structure tertiaire d'une protéine dans l'espace, c'est ça, on est en contact tous les jours avec ça, c'est une protéine de l'ananas. Si vous mangez de l'ananas, eh bien, vous avez des protéines qui viennent comme ça. Ça veut dire que ça, c'est l'image globale de la structure d'une molécule et d'une molécule allergique. Et tant qu'on n'a pas ce type de structure, on ne peut pas travailler fondamentalement sur cet allergène. Le chat, je vous le montre, parce que moi, j'adore les chats, c'est gentil. Mais si vous avez des enfants
atopique, le facteur de risque de développer une sensibilisation s'il a un chat à la maison dès qu'il vient au monde est extrêmement importante. Donc, ne tuez pas le chat, ne l'éliminez pas, mettez-le au rencard et quand le petit aura quelques années de plus, vous reprendrez le chat. Mais la santé de votre enfant dépend. Et alors le cheval, le cheval, c'est pas très fréquent. C'est pas fréquent, mais c'est très important pour nous puisque c'est travaillé au laboratoire. Alors évidemment, et c'était devenu un modèle parce que c'était un modèle assez complexe. On n'a jusqu'à présent pas réussi à isoler des allergènes. Mais c'est un modèle intéressant dans la mesure où ça devient une allergie fréquente chez les enfants. Parce que le modèle équin, je vais dire le fait que des manèges se soient démocratisés, ont montré qu'il y avait une recrudescence chez les enfants de l'asthme quand ils sautent au contact des chevaux. Alors, où se trouvaient les allergènes? Dans le chat, on le sait, dans le chien, on le sait, c'est dans les poils, ce ne sont pas les poils, mais des protéines qui sont issues de la salive, de l'épithélium, et le cheval. Eh bien, vous voyez ici les études qu'on a fait grâce au concours de la garde républicaine et des pompiers, d'avoir de la salive de cheval, des sueurs, squames, urine et fesses. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les molécules que je vous ai montrées, les allergènes, eh bien, en grande quantité sont excrétées dans la salive. Également dans les sueurs et les squames, et aussi dans l'urine, mais ça, c'est pas tellement important pour les cavaliers ou pour les enfants, mais pour les palefreniers. Parce que l'on retrouve le même procédé chez les animaliers qui travaillent chez nous au laboratoire, qui se sensibilisent aux protéines de l'urine de la souris ou du rat. Et on a des asthmes sévères dus à l'inhalation de ces protéines, qui sont des protéines, d'ailleurs, aussi souvent sécrétées par les glandes salivaires. Donc, c'est plus facile de travailler, c'est plus gros, sur un cheval. Et là encore, le même type de démarche a été effectuée sur plusieurs patients, de savoir, et là on travaille en accord avec la coordination d'allergologie de l'Institut Pasteur, et nos collègues cliniciens. Et là, vous voyez les bandelettes, je passe sur les détails, et vous voyez qu'encore une fois, qu'il y a des reconnaissances différentes et qu'il y a un allergène majeur qu'on appelle EQC1. Et ce qui est important dans cette allergie, si vous voulez, c'est que l'asthme qui en découle est un asthme qui peut être sévère. D'où aussi l'intérêt de travailler. Et on s'est aperçu qu'il y avait des propriétés qui étaient un peu communes entre cette molécule du cheval, cette molécule du rat, cette molécule de la souris, qui donnait aussi des asthmes. D'où l'idée, finalement, que c'était intéressant de travailler sur les propriétés de ces constituants. Voici une séquence pour vous montrer, parce qu'on travaille effectivement sur la molécule de cet allergène qu'on appelle EQC1. Pourquoi EQC1? Parce que Equus caballus 1. C'est la seule nomenclature existante au monde qui ne soit pas anglo-saxonne, c'est celle des allergènes en latin. Donc, vous voyez ici la réalisation au laboratoire, et là je suis heureux de présenter ça parce que, en fait, ce modèle expérimental, cette réalisation de moléculaire, était réalisée dans mon laboratoire par un jeune étudiant, Christophe Grégoire, qui est parti aux États-Unis pour un stage postdoctoral, bien entendu. Mais enfin, et il a réussi le clonage du gène de cet allergène, c'est-à-dire aller rechercher les glandes salivaires du cheval, faire exprimer le DNA et puis récupérer le gène que vous voyez ici en jaune, inséré dans une bactérie pour pouvoir qu'elle produise en grande quantité cet allergène recombinant. Et vous voyez ici ce modèle, et à partir de là, on peut donc effectuer des modèles, une fois qu'on a un allergène, qu'on connaît bien, de structure, pour savoir qu'est-ce qui se passe ou comment il se comporte. Bien entendu, tout ceci est possible que si vous avez eu la chance d'avoir une molécule extrêmement pure, et quand cette molécule est pure, on peut arriver à en faire un cristal. Et c'est très très rare, à l'heure actuelle dans le monde, d'avoir un cristal d'allergène, parce qu'il faut quand même des conditions extrêmement drastiques pour obtenir ceci. On arrive, donc là on a parlé des allergènes, on arrive à la sensibilisation par qu'est-ce qui se passe au niveau de l'IgE. Simplement 2-3 images pour vous montrer la complexité du système, mais pour vous faire comprendre ce qui se passe.
On revoit, bien entendu, les cellules de l'antigène. C'est pour vous montrer, encore une fois, la coopération entre les cellules T et les cellules B. Mais vous voyez tout de suite ici que dans les cellules en bas, ici, qu'était l'hypersensibilité de type retardé, vous avez une catégorie de lymphocytes ou un profil qu'on appelle TH1. Alors que dans la catégorie des anticorps qui va donner l'IgE, ce sera TH2. C'est un marqueur, finalement, de différenciation. Et vous voyez ici, simplement, c'est encore une image, mais on retiendra que les sens interdits ou les sens positifs, ça veut dire que pour aboutir à une production d'anticorps IgE dans l'organisme, il y a donc un équilibre qui s'établit avec toutes les cytokines qui sont présentes, celles qui vont inhiber, qui sont en sens interdit, comme l'interféron gamma, qui vont, ou du moins diminuer la production, qui vont agir dans le sens négatif, et celles qui vont au contraire agir dans le sens positif, qui sont l'IL4 et l'IL13 en particulier. Et c'est de ce balancement, c'est de cet équilibre que va naître au moment l'hyperproduction d'IgE ou au contraire la baisse de production d'IgE. Ça veut dire que là, on tient à un fil, si vous voulez, ce processus qui fait qu'on va pouvoir être allergique plus ou moins, faire disparaître notre allergie, ça peut exister, être sensibilisé sans être malade. Donc c'est dans cette mécanique complexe de production d'anticorps que ça se passe. Bien, alors, ces anticorps, on voit cette complexité, et on ne va pas rentrer. Il y a bien entendu des gens qui travaillent pour essayer de savoir si on peut limiter cette production, bien entendu. Mais on va arriver à la cellule cible dont je vous ai parlé, le mastocyte. Parce que là aussi, c'est là où est la clé de la réaction inflammatoire. Voilà un mastocyte en culture. Vous voyez qu'il y a des petites granulations dedans. Bien, ces petites granulations, elles sont ici. Lorsque vous avez les anticorps IgE que vous voyez ici représentés, elles vont se fixer, parce que ces petits ressorts à boudin, ce sont les récepteurs, et qui vont fixer solidement ces IgE. Elles vont rester, c'est pour ça qu'elles restent. Et lorsque l'antigène ou l'allergène vient au contact, elles vont se ramasser entre elles, former un couple de récepteurs, et ça va déclencher ce qu'on appelle un signal d'activation. Et ce signal d'activation va être à l'origine, et vous voyez au microscope électronique, le mastocyte intact et le mastocyte dégranulé. Et au laboratoire également, si vous voulez, on travaille dans ce domaine. Il y a toute une équipe avec Salah Mechri, Willy Blanc, Michel Roy, et une jeune étudiante, là encore, vient de passer une thèse sur cette mécanique, cette machinerie moléculaire, et elle vient de partir aux États-Unis pour un stage postdoctoral de 2 ans, encore une fois. Et donc, mais enfin, ça prouve au moins que le travail est bon, que ça fait plaisir. Et alors, quel est, sans rentrer dans les détails, le travail sur ce mastocyte? Vous avez ici le signal, c'est la stimulation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un signal? Eh bien, il va se passer tout des tas d'événements biochimiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces granules qui sont à l'intérieur, comment ils vont réagir? Comment ils vont Eh bien, tout simplement, ils vont venir jusqu'à la membrane et faire une fusion avec cette membrane pour libérer leur médiateur. Et quand on travaille dans ce domaine, si vous voulez, qu'on essaye de savoir ce qui se passe, tous ces signes barbares ou ces termes, ce sont simplement des enzymes, simplement des substances biochimiques. Eh bien, quand on les connaît, on peut essayer de lutter, soit pour accélérer, soit pour inhiber. Et l'idéal, évidemment dans le futur, quand on travaille dessus, c'est de dire on va empêcher cette fusion entre le granule avec la membrane pour éviter qu'il y ait libération des médiateurs qui vont donner l'inflammation, donc la pathologie. C'est une image ici d'un modèle de fusion, vous voyez, ici, d'une vésicule avec sa membrane. Vous voyez ici le trou qui se fait, et c'est comme ça que se passe lorsqu'il y a d'autres cellules dans l'organisme où il y a ce type de fusion, bien sûr. Alors simplement un mot, parce qu'on ne peut pas parler de l'asthme, si vous voulez, avec simplement le mastocyte qui va libérer ses médiateurs pour faire la bronchoconstriction, sans parler d'une autre cellule qu'on appelle l'éosinophiles. Certains de mes collègues m'en voudraient, parce que ces autres cellules sont importantes dans la maladie asthmatique, parce qu'ils vont être accumulés, notamment attirés par le mastocyte, et l'activer aussi, et ils ont un rôle important en libérant aussi des substances qui créent ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique. Alors, par rapport aux autres systèmes allergiques, aux autres symptômes allergiques, l'asthme, en plus d'avoir l'effet des médiateurs
qui vont donc agir sur la bronche ou sur la vasodilatation, eh bien, il va y avoir cette hyperréactivité bronchique qui est quelque chose d'extraordinairement grave. Voici une bronche ouverte chez un cobaye, et voici, après le bronchospasme, la bronche est fermée. Vous comprenez qu'on peut suffoquer et en mourir. Et voici simplement une image d'urticaire, donc hypersensibilité immédiate, ne doit pas confondre avec l'eczéma que vous avez vu, qui était l'eczéma de contact. C'est bien évident. Donc, il faut savoir faire des diagnostics quand on a une allergie. Et puis, je vous rappelle que quand l'abeille ou la guêpe, c'est ici une guêpe, injecte le venin, vous voyez tout de suite l'image. Dans un premier temps, vous avez été sensibilisé par ces IgE qui sont présentes et qui sont sur le masto. Et le venin, il vient directement ici, et vous avez donc cette dégranulation, non seulement par le mastocyte, mais par aussi d'autres cellules du sang circulant qui sont les basophiles et qui sont l'équivalent du mastocyte et qui vont dégranuler, qui vont faire le choc anaphylactique. Alors, un mot sur la génétique pour dire que qu'est-ce qu'on sait sur la génétique? Eh bien, on sait simplement que selon les lois de Mendel, il y a, en fonction de l'étude de la production d'IgE, eh bien, qu'il y a des bons répondeurs en IgE, c'est ici le signe plus, en fonction de la loi de la génétique, ou bien des répondeurs moyens. Ça, c'est une loi génétique, sans pour autant qu'on soit nécessairement allergique. Là, c'est simplement la capacité de fabriquer en grande quantité des IgE sans spécificité. En ce qui concerne la spécificité, c'est-à-dire en relation avec l'allergène, alors ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, sur le plan clinique, quand deux parents sont allergiques, le risque pour un enfant d'être allergique, pour un enfant de développer une allergie est de 50%, plus peut-être 60%. Et pour un parent allergique, 30-40%, et puis 10 à 15% quand il n'y a pas de parents allergiques. Donc il y a quand même une relation entre le fait qu'on ait des familles d'allergiques. Sur le plan de la génétique en particulier, les gènes, si vous voulez, remarquerez ici que tous les chiffres qu'on voit ici correspondent à des chromosomes, à des situations sur des chromosomes. Donc l'allergie, ce n'est pas un gène. Ce n'est pas un gène sur un chromosome. C'est vraisemblablement, et là les études sont en cours, des associations entre des locus, sur certains chromosomes qui vont jouer un rôle dans la mesure où ils vont jouer un rôle sur l'IgE, où ils vont fabriquer de l'IL4 et où vont faire des tas de choses. Donc c'est tout, si vous voulez, un concours de génétique, c'est polygénique dans la mesure où il y a nécessairement beaucoup de facteurs impliqués. Mais ce n'est pas une maladie génétique, il n'y a pas comme un manque en gènes, et simplement c'est un facteur de polymorphisme, c'est un facteur de régulation, encore une fois, fonctionnel, un gène qui fonctionne un peu plus, un peu moins, c'est donc extrêmement complexe. Et on arrive, si vous voulez, à la fin, qui est donc la particularité de qu'est-ce qu'on entend par l'environnement non spécifique. Eh bien, en quelques diapositives, on va voir ce qu'on peut en entendre, ce qu'on appelle des cofacteurs, les affections microbiennes. Il est certain que le virus syncytial respiratoire chez l'enfant qui est dans les crèches est un facteur traumatique et que les études qui ont été faites ont montré qu'ultérieurement, bien entendu chez des enfants qui sont programmés pour être allergiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne crée pas une allergie comme ça si on n'a pas quelque chose au départ, le terrain avec une programmation. Par contre, on peut très bien être préparé à faire une allergie, mais ne pas la faire parce qu'on est dans de bonnes conditions. Et dans ce cas-là, le virus syncytial respiratoire chez l'enfant est important, ainsi que des rhinovirus. Virus grippal, on n'en sait rien. En tous les cas, en tout état de cause, ce qu'on peut dire que quand on parle de cofacteurs, le rôle n'est pas d'induire une allergie, mais d'aggraver plutôt la pathologie en question ou d'être un facteur additif ou adjuvant, si vous voulez. Parce que n'oubliez pas que l'allergie, c'est l'allergène et c'est la spécificité des allergènes. Les affections, alors les pollutions, ça c'est le tabagisme passif, c'est la première pollution. Chez l'enfant, les deux parents qui fument, ça c'est encore bien démontré que le tabagisme passif est un facteur traumatique de la muqueuse qui, chez des enfants qui sont prêts à être allergiques, alors là, il le prépare très très bien le terrain, comme on peut dire. Les agressions chimiques, alors là, c'est extrêmement variable selon les études. C'est sûr que de toute façon, les gaz toxiques, c'est pas bon et c'est bon pour personne. Bon. Et que les particules de diesel, c'est encore les grands débats. De toute façon, quand ces particules viennent au contact des muqueuses, qu'est-ce qu'elles font? Des réactions, elles peuvent faire des réactions inflammatoires.
Elle ne veut pas créer d'allergie. Mais c'est sûr que si vous êtes allergique et vous avez de l'asthme, et qu'en plus il y a de la pollution associée, vous allez avoir une aggravation de la pathologie respiratoire. Donc il faut le prendre dans ce sens-là, de facteurs, de cofacteurs qui peuvent jouer un rôle secondaire. Et enfin, le stress, là encore, c'est encore quelque chose qui peut exister, mais qui ne va pas créer d'allergie. Mais chez des enfants, par exemple, qui peuvent avoir des conflits, soit à l'école, soit avec les parents, eh bien, s'ils sont asthmatiques, parce que c'est dur la maladie asthmatique, eh bien, les conflits affectifs peuvent être des facteurs, encore une fois, aggravants de la réaction inflammatoire. Alors, je vous montre quelques images. Voici ici une muqueuse de cobaye saine, avec les battements. Quand il y a une réaction inflammatoire, pris au microscope électronique dans le laboratoire, vous voyez cette muqueuse, comment elle est dramatiquement, j'allais dire, rasée, et vous voyez, il n'y a plus de battements ciliaires. Et si, en même temps, vous ajoutez du pollen, eh bien, qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà, ici, le grain de pollen que vous voyez ici, parce que des trous ont été faits dans cette muqueuse et que le grain de pollen ne peut plus être évacué puisque les cils sont là. Ça, c'est simplement une démonstration que si il y a une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse, quelle qu'elle soit, virale ou etc., eh bien, on a donc des facteurs ici aggravants. C'est pour vous montrer aussi l'étude ici, ça c'est des particules de carbone, ce que vous voyez en blanc comme ça, c'est la détection des molécules allergéniques du chat et les molécules allergéniques du chien qui se sont fixées sur les particules de carbone. Et ça, on peut le détecter parce qu'on a des allergènes recombinants, on a fait des anticorps monoclonaux, on a donc des réactifs. Voilà à quoi sert aussi le travail sur la structure des allergènes. Et voici sur des particules de diesel, ce que vous voyez en noir, eh bien, c'est la détection des molécules de pollen dans l'atmosphère qui se fixent sur le diesel. Alors, indépendamment, j'allais dire, des possibles contact avec la muqueuse de réaction inflammatoire, vous avez là un transport actif de ces particules qui peuvent fixer des allergènes. Et si vous êtes allergique, ça va donc, ça peut aggraver votre réaction inflammatoire spécifique cette fois. Donc le traitement des maladies allergiques, c'est simple, c'est d'une part la prévention, l'éviction, bien entendu, quand c'est possible, la lutte contre les allergènes, éradication, quand c'est possible. Je n'insiste pas. Les traitements des maladies allergiques qui sont classiques et que je vais vous montrer par une autre diapositive, si elle vient. Ah, oui, mais elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Parce que mon chiffre est en haut. Voilà. Voilà. Alors là, les traitements, on tourne aux mastocytes. Quels sont les traitements en général? Des antihistaminiques, l'histamine agit sur les petits vaisseaux. Des antileucotriènes, ça agit au niveau des poumons. Des bronchodilatateurs, qui vont faciliter la respiration. Bien entendu, des corticoïdes et des corticoïdes inhalés ou locaux chez les asthmatiques, qui sont sévères, bien entendu. Et puis ce qu'on appelle des antidégranulants, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais qui stabilisent, comme on dit, quand on ne sait pas quelque chose, on dit ça, qui stabilisent le mastocyte pour l'empêcher de dégranuler. Donc vous voyez, et ça, bien entendu, les laboratoires pharmaceutiques travaillent sur de nouvelles molécules pour essayer d'aller plus loin. Enfin, l'immunothérapie, dont on parle de la désensibilisation spécifique aux extraits allergéniques. Et grâce aux allergènes que je vous ai montrés, recombinants, isolés, on peut donc penser faire ultérieurement des vaccins en modifiant ces allergènes pour les rendre moins réactogènes, mais en les gardant immunogènes. Ça, c'est l'avenir. De même que l'administration d'anticorps IgE est également l'avenir. Vous voyez l'image que je représente qui peuvent justifier pourquoi on travaille sur les molécules allergéniques dans ce sens-là. Les derniers aspects, si vous voulez, des thérapeutiques dites du futur, c'est effectivement, dans la désensibilisation, essayer d'empêcher l'interférence entre l'allergène et l'IgE.
d'empêcher aussi l'interférence entre l'IgE et son récepteur. Et là, des anti-IgE sont déjà aux États-Unis sur le marché en phase clinique, je vous signale. Alors là, c'est agir contre l'IgE, c'est pas agir spécifiquement à l'aide d'un allergène par tolérance. Et enfin, ce que je vous ai montré dans notre laboratoire, la transduction du signal en faisant des interférences pour éviter que ce signal. Et je terminerai par ceci en disant que finalement, quand on regarde ce qu'est le mécanisme allergique de son point de départ, on pourrait en conclure de la manière suivante que finalement, c'est bien un mécanisme immunologique et que la sensibilisation est en réalité une réaction de défense et que l'allergie est un mécanisme de défense. Ça nous protège en quelque sorte à condition qu'il y ait une régulation. Car si on n'avait pas cette capacité de réagir contre l'agresseur, on serait dans un état d'immunodéficience. Et par contre, si notre régulation est trop positive, alors à ce moment-là, on a un excès, on a la maladie allergique. Et si vous comparez avec ce qu'on a pris, j'ai pris le milieu artistique, mais j'aurais très bien pu prendre le milieu scientifique ou psychologique ou politique, et donc on voit que l'insensibilité, c'est pas bon pour l'homme. Hein, c'est pas normal d'être insensible. Il faut au contraire avoir un degré d'hypersensibilité qui vous permette au moins d'exprimer quelque chose, et sur le plan artistique. Alors, entre la créativité et le génie, bien entendu, le risque majeur qui est la démesure dans l'allergie, là, c'est le délire, et il est plus souvent qu'on ne croit. Je vous remercie de votre attention. Et nous allons passer aux questions. Alors, on m'a dit. Ah oui. Là. Très bien. Le micro arrive là. Oui. Prenez le micro qui est devant vous. Compte tenu de ce qu'on sait sur les maladies à prions, est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas de réaction du système immunitaire contre les prions? Y a-t-il allergie aux prions? Non. Non. Bien. Une autre question. Bon. Bonsoir, monsieur. Vous m'avez appris beaucoup de choses, mais pas un truc. C'est moi, monsieur. You. Juste devant. Ah, d'accord. Bon, à propos des chats, moi j'en ai un moi aussi, il est génial, c'est un bloqué de Russie. Mais je dois vous dire que je crois que pour les femmes enceintes, il suffit simplement qu'elles soient habituées au chat pour qu'il n'y ait pas de risque sur l'enfant, sur le bébé à venir. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est je voulais savoir si c'était contagieux ou pas. Non, je parle directement. Non, je crois que ça marche, c'est automatique. La contagion, non, on ne parle pas de contagion en allergie. Il n'y a pas de contagion. C'est pas comme des microbes. Hein. C'est pas parce qu'on côtoie une personne qui est asthmatique qu'on va devenir asthmatique. Ça, c'est la contagion. Donc, il n'y a pas de contagion. Quant au fait que vous dites de se sensibiliser, d'être en contact d'une femme enceinte avec le chat et que l'enfant ne sera pas allergique, ça, c'est une question ou c'est une affirmation ? Oui, ça, il peut toujours continuer à se le dire communément pour l'instant. Tant qu'on a... Le problème d'allergie, vous savez, c'est extrêmement compliqué. On peut dire ce qu'on veut, même dans les grandes revues comme Nature, par exemple, ou Science. Ce qui est important, c'est de laisser le temps au temps, je veux dire, quand il y a des scoops comme ça, et que finalement, rien ne vaut les expérimentations, je veux dire, contrôlées. Parce que les affirmations peuvent être justes, je ne dis pas qu'elles ne soient pas justes, mais les affirmations sans contrôle, c'est extrêmement difficile d'en tirer des conclusions. Et on ne peut pas tirer des conclusions sur un cas particulier, parce que généralement, les gens ont souvent un ou deux cas particuliers à vous présenter. C'est vous prendre en médecine une observation, mais elle n'est jamais universelle. Et en science, en général, on s'attend d'avoir que les phénomènes soient d'une part reproductibles, ça c'est une première chose, et deuxième fois qu'ils soient suffisamment partagés pour pouvoir en faire des études de statistiques. Une question là-bas, sur le côté.
Bonjour. En fait, j'aurais deux questions. La première, c'est concernant le côté psychologique qu'aurait, paraît-il, l'asthme. Est-ce qu'on a des preuves qu'il y a un facteur psychologique réel? Est-ce qu'on a pu le démontrer expérimentalement? Et deuxièmement, j'ai entendu dire, une fois j'avais discuté avec un vétérinaire, et il m'expliquait que lorsqu'on avait des animaux qui étaient allergiques, il y avait moins de risques d'apparition de cancer. Est-ce que ça correspond à quelque chose de véridique? Est-ce que ça peut être transposé à l'homme? Ça peut être un bel article dans Ici Paris. Mais non, je veux dire... Non, je plaisante. Je plaisante un peu. Je veux dire... Alors, la première question, c'est... attendez, la première question, c'était... Ah oui, le facteur... Alors, attention effectivement à ce qu'on peut lire dans certaines revues non spécialisées et à grand spectacle sur cet aspect. J'en ai lu moi-même des articles, je crois, d'une psychologue ou d'une dermatologue sur l'allergie. J'ai été, je dois dire, assez effaré. Mais la psychologie, vous savez, l'impact psychologique, il est sur tout le monde et tous les jours, aussi bien chez les gens qu'on dit sains que chez les gens qui ont des maladies. Et il est important, de toute façon, il est important. Mais dans le cadre d'une pathologie d'ordre immunitaire, c'est pas la psychologie qui va créer l'asthme et qui va créer la synthèse d'IgE. Ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, en laboratoire, c'est assez difficile de pouvoir réaliser un facteur psychologique pour faire de l'IgE. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un état d'hypersensibilité, et ça, on ne sait pas très bien, si vous voulez, quand ça apparaît. Chez l'animal, on a un souriceau ou un animal sain, on peut le rendre sensible. Chez l'homme, dès qu'on est déjà en présence d'un individu qui est déjà sensibilisé, qui a déjà une vibration. Alors, vous savez, les interférences, elles vont vite, mais qu'il y ait une relation, et ça, je crois qu'il y a des études très approfondies qui sont faites, et là je pense, c'est pas de la croyance, c'est de la science, qu'il y a une relation de ce qu'on appelle un facteur psychologique. Un jour, on mettra des nomenclatures comme les cytokines IL4 et IL5, d'ailleurs, que l'impact de ce qu'on appelle un facteur psychologique, autrement dit sur les neurones, de l'impact, on sait qu'il y a stimulation, par exemple, de neuropeptides, ça existe, et que ces neuropeptides, en fonction d'un stress d'ailleurs, peuvent avoir une action sur le système endocrinien, et qu'en même temps, ces neuropeptides peuvent avoir une action sur la réponse immunitaire. Ça, c'est vrai, et j'entends par là que c'est important le facteur psychologique comme facteur d'équilibre ou de déséquilibre dans une situation donnée. Et il est certain, et ça c'est vrai que chez l'enfant qui souffre d'un asthme important et qui a des problèmes personnel ou de relationnel, qu'il est bon de les résoudre, parce que ça ne fait qu'aggraver son cas, j'allais dire. Et dans ce sens-là, il faut effectivement en tenir compte. Et à mon avis, il faut toujours tenir compte d'ailleurs des facteurs psychologiques dans quelque affection que ce soit. Mais en plus, dans ce type d'affection ou d'eczéma, c'est-à-dire ce qui fait souffrir et ce qui est intolérable en quelque sorte. Et là, à ce moment-là, vous avez l'interférence qui a fait quoi? Alors après, on pense que c'est la psychologie qui vous rend. Vous savez, il y a toujours des anecdotes un peu drôles. On dit ah oui, un tel était allergique au chat, il rentre dans une maison, il y avait un chat en porcelaine, il fait sa crise d'asthme, donc c'est psychosomatique. Mais ça, c'est à la Sorbonne qu'on entend ça. Mais je veux dire que ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que vous êtes asthmatique à un chat. Ça, c'est clair. On a des IgE spécifiques, je vous démontre, vous êtes asthmatique. Vous voyez un chat en porcelaine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et ça, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas le chat en porcelaine qui vous rend allergique, mais que l'empreinte même, l'impression que vous avez de voir ce chat qui est en porcelaine, et la peur de la souffrance que vous avez de l'asthme, parce que vous savez que quand il y a un chat, vous faites un asthme, ça peut être un facteur, j'allais dire, parce que c'est un facteur émotionnel. Et un facteur émotionnel, et ça ne s'étudie pas encore au laboratoire, c'est quelque chose qui joue dans un organisme qui est dans un organisme hypersensible et qui interfère après tout avec sa réponse immunitaire. Mais comment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas créateur de produits, c'est pas créateur d'allergies, mais c'est quand même, ça joue son rôle comme cofacteur. Ça, c'est clair. Oui, bonsoir. Vous avez cité en fait des allergènes qui sont pratiquement tous naturels. Oui. Donc on devrait s'attendre à ce qu'il y ait plus d'allergies à la campagne qu'en ville. Oui.
par exemple pour une concentration de pollen. Est-ce que c'est le cas? Et deuxième, j'aimerais avoir votre opinion sur l'efficacité à long terme des désensibilisations. Merci. Alors là, c'est bien. Comme question, c'est très bon parce que ça revient, j'allais dire, continuellement dans les débats entre ceux qui étudient l'épidémiologie de l'allergie. C'est un peu comme la pollution, si vous voulez. Toutes les études qui ont été faites en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait plus à la campagne, plus d'allergies au pollen, ce que j'en sais en tous les cas n'a pas l'air d'être le cas. De toute façon, une chose qu'il faut savoir, c'est que le pollen, comme son nom l'indique, est anémophile. C'est joli, il est transporté par le vent. Et donc, c'est vrai qu'il y a un déplacement des pollens dans l'atmosphère et que vous pouvez faire une sensibilisation dans un lieu donné par des pollens qui sont toujours transportés. Donc, ça veut dire que la localisation, elle peut être aussi à une distance donnée. Mais encore une fois, il est très difficile, à mon avis, pour l'instant, en allergie, de faire des études épidémiologiques qui soient vraiment contrôlées. Parce que c'est extrêmement complexe. Parce que faire des études épidémiologiques dans ce domaine, ça veut dire qu'il faut avoir une population que vous avez vue qui est très hétérogène, d'une part, et il faut avoir des échantillons qui soient vraiment bien répertoriés. Il y en a qui font des échantillons sur des experts, sur des statistiques, sur une population qui vient consulter. Mais ce n'est pas la population générale. Donc, je veux dire par là que, et ce n'est pas qu'en France, c'est partout, l'épidémiologie, c'est toujours extrêmement difficile à mettre en avant. On ne note pas, effectivement, d'une manière flagrante, plus d'allergies au pollen. Alors, il y a des tas de choses qu'on dit aussi. Moi, j'en entends aussi, comme vous, des rumeurs. Il y a moins d'allergies aux animaux chez les fermiers ou parce qu'ils se rendent tolérants, etc. Tout ça, vous savez, ce sont des choses. Tant qu'on n'a pas démontré de manière un peu concrète les choses. Non. Alors, la désensibilisation, ça, c'est un gros problème. C'est un problème aigu. C'est un problème fort intéressant. C'est un problème qui a évolué dans le temps, tout simplement à cause des recherches. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des extraits allergéniques un peu bizarroïdes, et notamment cette fameuse poussière de maison contre laquelle j'ai lutté pendant 20 ans. J'arriverai quand même avant la retraite, et c'est terminé. L'Agence du médicament l'a supprimé. On est à peu près le seul pays au monde, le dernier pays à avoir supprimé la poussière de maison comme traitement, comme diagnostic. Parce que la poussière de maison, ce n'est pas un allergène. Ce sont les acariens de la poussière, ce sont les protéines du chat, ce sont les protéines du chien, et en aucun cas, toutes les études qui ont été faites montrent que ce n'est pas la poussière de maison, c'est rien, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des protéines spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est une vue de l'esprit. Alors évidemment, de ces types de traitements, si vous voulez, c'était n'importe quoi. Bon, maintenant, on a réussi grâce à les préparations deviennent standardisées puisqu'on a la connaissance des protéines des allergènes. Donc on peut savoir ce qu'il y a dedans. Alors les traitements, on peut les considérer de la manière suivante. D'abord, premièrement, un traitement d'immunothérapie, de désensibilisation n'est pas jamais un traitement d'emblée. Ce n'est pas un traitement qu'on donne d'emblée. C'est un traitement qui se donne après avoir équilibré le patient par des médicaments. Ça, c'est clair. Si on commence d'emblée par une désensibilisation, c'est qu'on n'est pas bon comme allergologue. Et donc il faut et une fois qu'on est équilibré, parce qu'il faut que l'organisme soit équilibré pour pouvoir avoir cette acquisition de tolérance quand on fait ces extraits, eh bien là, on voit il y a des divergences ou il y a des différences en fonction de la réceptivité des individus. C'est pour ça que c'est un traitement un peu personnalisé dans la mesure où il faut bien prendre en charge son malade. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit là ? Et en fonction des allergènes donnés, que le traitement de désensibilisation au venin d'hyménoptère est efficace à 100%. Je dis bien au venin d'hyménoptère, à 100%. Que le traitement de désensibilisation au pollen est efficace quand il est bien conduit. Je dis bien, là je parle dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, pas quand on fait un traitement de désensibilisation à quelqu'un qui n'est pas allergique ou qu'on fait un mauvais traitement de désensibilisation. Je parle quand on travaille sérieusement. Donc le pollen est près de 80%. Et l'acarien est près de 60%. Et vous voyez qu'en fonction des allergènes, le chat, c'est aussi un peu plus difficile. Et tout ce qui se rapproche de l'asthme, si vous voulez,
est plus difficile à moduler que, par exemple, la rhinite pollinique. Parce qu'en plus de la réponse immunologique de l'asthme, vous avez vu qu'il y a l'hyperréactivité bronchique. Et l'hyperréactivité bronchique, c'est un des facteurs de l'asthme qui est un petit peu indépendant, si vous voulez, de l'immunologie. Alors, quand on fait une désensibilisation, on fait uniquement sur le plan immunologique. C'est pour ça que la désensibilisation ne peut être appliquée que quand le traitement ou l'éviction des allergènes, bien entendu, ça c'est l'idéal, mais quand le traitement a déjà été, n'a pas massacré, n'a pas été drastique, mais quand ce traitement a permis l'équilibre, et à ce moment-là, ça doit être la désensibilisation, un traitement de confort qui permette aux malades de pouvoir survivre dans de bonnes conditions. 2 dernières questions. Une là-haut. Très rapide, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Non, s'il vous plaît, là. Je ne peux pas répondre à cette question, madame, sur les médicaments. Levez-vous, madame, et posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, voilà. Là, au fond. Je voudrais... Je ne vois pas la personne. Je suis là. Oui. Je voudrais savoir s'il peut exister des phases de rémission chez l'enfant asthmatique. Oui. Oui, et peut-on envisager l'arrêt de la ventoline un jour? Alors ça, c'est une question qu'on ne peut pas répondre comme ça, parce que tout est fonction de la réceptivité de l'individu. Tout ça dépend du comportement individuel. Et là, il faut être très, très prudent. Très, très prudent. Alors, j'ai une toute dernière question de ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre conférence qui permet à beaucoup d'entre nous de mieux comprendre les phénomènes de l'allergie. Ma question est relative à l'origine de l'eczéma, plutôt elle est relative à l'eczéma chronique, au niveau particulièrement du cuir chevelu. J'aimerais connaître son origine et ses liens éventuels avec les allergènes. Autrement dit, les facteurs susceptibles de provoquer cette affection pour le moins désagréable, et est-ce qu'il y a en ce moment actuellement un traitement pour la guérir? Alors là, ça rentre dans le cadre des questions exactement des diagnostics différentiels. Parce que vous parlez d'un eczéma du cuir chevelu. Donc il faut savoir si c'est un eczéma qui est dû à des allergènes. Et ça, parce que vous savez, alors c'est pareil, là on a parlé que de ce qui est allergique. Mais il faut savoir qu'en dermatologie, vous avez des tas d'eczémas qui ne sont pas d'origine allergique. Bon, vous avez le psoriasis, par exemple, qui n'est pas du tout de l'allergie. Vous avez des urticaires chroniques, qui ne sont pas des urticaires allergiques. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, quand on voit quelque chose comme ça, quelqu'un se présente avec, on dit un eczéma du cuir chevelu, il faut savoir si c'est un eczéma de contact, qu'un eczéma qui est dû finalement au produit ou de ce qui est sur les cheveux, ou si c'est un eczéma, comme on dit, constitutionnel, ou un eczéma qui est dû à d'autres causes, mais qui ne sont pas du tout allergiques. Et là, c'est plus l'allergique ni l'immunologiste qui intervient, c'est le dermatologue qui lui, effectivement, doit entreprendre les traitements en conséquence. Monsieur le professeur, je vous remercie.